Juste pour rebondir, en fait, le bouquin démarre quasiment là-dessus. Enfin, le deuxième chapitre, c'est le portrait finalement de quelqu'un qui a été obligé malgré lui, de quitter le quartier et qui ne cesse d'y venir et d'y revenir, qui a ses activités principales et qui donc continue à faire vivre ce quartier. Il n'habite plus ici, mais finalement à lui seul, il incarne ceux qui sont toujours là, ceux qui sont encore là, et la mémoire fantôme, l'extraordinaire mémoire fantôme qu'on sent dans ce quartier, qu'on sent aussi dans son paysage urbain, qui est très très parlant, jusque dans ces immeubles sur lesquels on marche, qui n'existent plus et sur lesquels on marche. Je voudrais dire aussi par rapport à l'espace de parole qu'on peut trouver sur le quartier, justement par rapport à d'autres endroits où ça n'existe pas, et que l'écoute, pour un peu résumer ce que j'ai pu entendre ce matin, c'est vrai, l'écoute qu'on peut avoir par rapport au public, les professionnels, et la parole qui peut être donnée aux habitants à travers la parole, mais aussi à travers l'écrit, comme on peut voir des textes. Mais je trouve ça très important parce qu'on ne retrouve pas ça ailleurs. Et moi, je veux dire aussi que si je suis venue travailler sur ce quartier, c'est pour retrouver justement du contact que je n'ai jamais retrouvé ailleurs qu'ici. Et j'habite sur Biorel, donc les premiers bonjours du matin, ils sont sur les Hauts de Rouen. Ils ne sont pas dans mon quartier. Je ne retrouve pas cette convivialité qu'on peut trouver ici. Philippe, on va poursuivre encore avec un petit texte. Voilà, oui, tout à fait. Grand texte, pourquoi petit texte? C'est une émission de radio HDR, c'est toujours des grands textes. Sauf que attends, je l'ai pas sorti. On va le sortir. C'est vraiment du vrai. C'est vraiment du vrai. On se complète. Comme quoi, des gens qui font de la radio et des gens qui écrivent comme écrivains peuvent se compléter. Non, je me trompe pas. Non, j'ai pas prévu un. Si, j'en ai prévu un autre, mais je l'ai pas amené. Et tu l'as pas sorti non plus parce que tu ne l'avais pas. Mais ça fait rien. Je vais non pas vous le résumer, mais c'est d'une part, donc, il y a cette parole d'habitant qui revient et qui revient, et qui a fini par écrire tout un cahier. Et là, cet espace de parole, c'est aussi c'est un espace de parlant. Et à travers tous les témoignages qu'il y a, il faut sentir aussi qu'il y a des vibrations, des échos, des choses qui se sont faites avec l'équipe donc du centre médico-social, avec l'AREJ, avec le groupe de parents qui est issu du centre médico-social avec Jeanne Bettencourt. Et dans ce groupe de parole, une esquisse d'atelier d'écriture. Et ce garçon, Ronald, qui venait à chaque fois à l'atelier, très en retard, incapable, comme beaucoup ici, de se tenir à un rendez-vous, à 1 heure. C'est un syndrome très puissant qui m'a appris énormément de choses, parce que, évidemment, soit au bout d'un moment, vous déclarez forfait, vous dites non, je ne peux pas travailler dans ces conditions, soit vous vous posez la question, mais pourquoi ça revient? Et on comprend que c'est constitutif, que c'est une structure comme ça de ce quartier, liée à une parole qui se manque, on tient difficilement parole, en tout cas dans les petits actes quotidiens, mais même parfois dans les grands. Et les décalages horaires aussi entre les différentes cultures sont une dimension absolument étonnante. Lui, Ronald, pas africain pour dessous, mais cependant toujours en retard, il finissait quand même toujours par venir à l'atelier. Il vient toujours, même si c'est 5 minutes avant la fin, mais il vient. Et autre particularité de Ronald, c'est qu'un atelier d'écriture, donc on s'arrangeait pour avoir des moments d'écriture, de partage. Lui, il n'écrivait pas. Non, c'était pas possible. Il ne peut pas écrire avec les autres comme ça à côté. C'était pas envisageable.
Donc il rentrait pas, il pouvait pas rentrer dans les clous de l'atelier d'écriture. Alors, en principe, quand on fonctionne comme ça, quand on veut se tenir au cadre, tout ça, c'est difficile. On finit par finalement se prendre les pieds dans notre propre tapis de contraintes si on pense pas finalement le sens de la contrainte. Et vers la fin de l'atelier, voilà notre Ronald qui vient avec un cahier rempli, à moitié rempli, mais quand même un gros cahier, avec tous ses souvenirs qu'il avait écrits de façon assez intensive, comme il sait le faire, parce que par ailleurs il dessine aussi, il a une activité de dessinateur, parfois mise à contribution dans les projets du quartier, et c'est quelqu'un qui sait se dépenser à fond. Et donc il est revenu avec un cahier comme ça, bien rempli, pour raconter toute son histoire. Il n'est pas né dans le quartier, mais il est arrivé très vite dans le quartier, et il incarne très bien l'éclosion de ce quartier, la formation, la poussée de ce quartier, dès ses débuts, enfin la poussée moderne des années 60. Et donc ça m'a inspiré un travail qui est vraiment symptomatique de tout le travail que j'ai essayé de faire. La partie s'intitule « Chambre d'écho du cahier de Ronald ». C'est-à-dire mon travail, tout simplement, rien de plus mais rien de moins, est un travail d'écoute et de reconstruction, de traduction, parce qu'il faut transpirer un peu pour vraiment écouter. C'est pas donné, en fait, il n'y a pas d'écoute naturelle. C'est une écoute, ça se construit, ça se travaille, ça se remet en cause, et ça se forme, ça se crée. Il y a un enjeu de création, évidemment, de mon point de vue. Et ça a donné lieu donc à ce cahier-là de Ronald, dont je vais lire de grands pans au repas de Solidarité Plateau le 3 décembre. Donc ça aura lieu ici même, enfin dans la salle d'à côté. Et puis l'autre partie dont je voulais lire juste un petit bout, mais pour corréler finalement le travail qui s'est fait ici à la parole des habitants eux-mêmes, parce que évidemment, le premier constat que j'ai fait, c'est que la parole des habitants et le travail social était bien visible, même si j'avais vu aucun travailleur social, aucune assistante sociale, je les connaissais, je les découvrais dans la parole des habitants. Et c'est comme ça que je démarre le livre, en fait, avec un témoignage d'une parole d'habitante, qui est un récit de vie, qui dit pourquoi elle ne veut pas partir du quartier, bien que vivant dans un appartement insalubre, avec les histoires de cafards et tout, qui sont une plaie quand même considérable, dans toute la France, dans toutes les banlieues de France. Les banlieues, les immeubles comme ça ont été conçus pour les hommes et pour les cafards et les autres habitants comme ça. Et ça, on ne le sait pas assez. Donc, dans le cours de sa parole, à la fois très intime et très publique, elle mentionne sa situation de maman en difficulté, parfois même avec des moments de grande difficulté. Et elle raconte aussi comment elle assume son travail de mère, qu'elle les a quand même au final bien élevés, ces enfants. C'est pas le quartier qui élève les enfants, ça ça s'entend, ça revient et ça revient. Alors, tout travail d'écoute est là, dans le fait d'entendre ce qu'on nous dit littéralement et d'entendre les écarts. Une chose n'a jamais qu'un sens. Une parole n'a jamais qu'un seul sens. Et à un moment donné, elle fait le descriptif après avoir dit voilà, j'ai quand même plutôt pas mal élevé mes enfants. Et on apprend tout l'empilement des dispositifs, de la tutelle, des tuteurs, des éducateurs qui s'occupent des enfants, des assistantes sociales. On entend aussi cette fameuse histoire du signalement qui, à lui seul, en fait, pourrait constituer une histoire de nos quartiers, de ces quartiers-là, parce que c'est vraiment symptomatique. Et donc, le signalement en question, tout est fait, tout semble être fait pour justement échapper à ça, et paf, elle tombe elle-même, elle aussi. Évidemment, mon rôle à moi n'est pas de démêler le vrai du faux, c'est pas du tout ça, vous avez compris, mais elle tombe dans un signalement
parfaitement subi, alors qu'elle le réclamait, ou en tout cas dans sa parole, dans son désir, elle réclamait une collaboration, une aide, une béquille, hein, et à tel point qu'elle dira ils veulent m'enlever la tutelle, mais j'en ai encore besoin. Je me sens pas encore sur mes deux jambes. Et donc, dans une parole comme ça, ici absente, mais qu'on pourra récupérer très vite avec le livre et dans d'autres occasions de lecture, je l'espère. On a un paysage d'emblée complexe, d'emblée intelligent, parce que je tiens à insister que la démarche se fonde sur de l'intelligence partagée en tout endroit de parole. Hein, et c'est à partir de ça que se construit le vrai travail. Donc désolé Moïse, oui, de ne pas conclure avec la lecture de ce texte, mais me semble-t-il, ce qui s'est échangé aujourd'hui, enfin pour moi, et à vous de le dire aussi, va dans le sens d'un espace privilégié, parce que la plupart du temps quand même, vous êtes habitués à travailler dans le bruit, dans le mouvement, dans des situations d'urgence, et j'ai appris à observer cela, et c'est pas tous les jours facile, donc je mesure le côté exceptionnel, magique, de vous voir là, détendu, dans le silence, dans un paysage que Moïse décrivait, un brin mélancolique, mais notre projet n'est pas mélancolique, mais bon, voilà, c'est quand même ça, avec dans un quartier qui est à la fois centre et complètement reclus, en ce moment, en tout cas, à cause des travaux. Et là, on a cet instant extrêmement concentré, avec cette circulation d'une parole écrite, de témoignages qui sont nécessaires pour donner sens à ce qui est écrit, et l'inverse étant vrai également, et pour organiser aussi dans d'autres rendez-vous, notamment celui du 30. Alors il y a celui des jeunes. Là, je fais hors chaîne, je fais quand même un peu de pub, parce que les jeunes, c'est une autre paire de manches, si je puis dire. Et c'est mercredi 25 à 18h dans leur créneau à Malraux, tout à côté de du local des jeunes de Malraux, mais ça s'adresse évidemment à tous les jeunes du quartier. Et là, j'ai vraiment envie de m'adresser à eux. J'y retourne ce soir pour les chauffer, parce que c'est une partie qui est issue de leurs paroles, tout ça. Je sais que la parole tient très peu, qu'il suffit de ceci ou de cela pour qu'ils ne puissent pas venir, ou qu'ils trouvent une bonne raison de ne pas venir. Donc si vous en avez autour de vous, vous sentez l'impératif au fond qu'on a, non pas qui est du monde, mais que cette parole soit vraiment transmise, qu'elle circule, et qu'on prenne le temps mercredi soir aussi avec eux de les entendre, même si, là je vais compter sur la magie de Moïse pour que cet espace de parole existe bel et bien, donc mercredi. Et puis lundi, séance à laquelle je tiens beaucoup, faite à partir d'une partie écrite dans le prolongement de séances organisées avec des habitants, des hommes, des souvenirs d'hommes, réunis par le centre médico-social. Là aussi, que les habitants soient là, parce que c'est fait pour qu'il y ait un droit de réponse aussi, qu'on ait le droit aussi de ne pas être du tout d'accord avec ce que je raconte, ou de me dire, mais t'oublies ça, pour faire en sorte que ce travail soit vraiment ouvert et ne dise pas le dernier mot, mais simplement un petit premier mot qui peut agir parfois comme une clé. Alors, je vais vous demander un dernier exercice. Dernier exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux, toutes et tous. On va remonter la musique. Donc, fermez les yeux. Et vous allez me dire comment vous voyez ce quartier qui est votre quartier aujourd'hui. Et comment vous le voyez en
2050. Et vous, dans ce quartier en 2050. On fait comme si on est immortel. Hein. Et comment on le voit, ce quartier, en 2050 ? Donc on va laisser la musique un petit peu. Parce que je vous rappelle que c'est Mémoire des futurs. Vous avez gambadé, on revient en 2009. Nous sommes le 23 novembre. Alors, le quartier en 2050, il est comment ? Allez, un peu. Voix d'homme. En 2050, j'espère qu'il sera un petit peu déjà reconstruit d'ici là. Je serai peut-être le seul encore vivant. Non, je non, je rigole. Non. Je voulais... je suis un petit peu plus jeune que l'Assemblée, donc du coup, je me permets quelques blagues. Non, je sais pas comment sera le quartier en 2050. J'espère qu'on l'aura laissé mieux qu'on l'a trouvé, en tout cas. Moi, je voulais remercier Philippe parce que c'est vrai que cette matinée, ça nous permet aussi de prendre du recul sur notre travail et de réfléchir à ce qu'on fait. Je voudrais aussi revenir sur la question que tu as posée, Moïse, tout à l'heure. Pourquoi on vient tous les matins ici ? Je crois d'abord que pour travailler dans un quartier comme ça, il faut deux qualités. Et je pense que tous les travailleurs sociaux qui travaillent sur du long terme dans un quartier comme ça doivent avant tout être philanthropes, obligatoirement, et pédagogues. Je pense on doit être de véritables pédagogues, c'est-à-dire se remettre en cause à chaque fois. Dans une société où on est de plus en plus dans l'expertise, on met des stats sur tout et n'importe quoi, sur n'importe quel fait divers, on va trouver un spécialiste de la chose et qui va nous mettre des stats et nous donner la solution pour éviter ce nouveau fait divers, un nouveau fait divers identique. Je pense que justement nous on contrebalance cette théorie-là. Il faut qu'on soit justement dans la pédagogie, dans l'adaptation à la personne. Je pense que c'est obligatoire. On doit s'adapter à chaque personne. Il n'y a pas de système universel dans le social. C'est le travailleur qui doit s'adapter à la personne. Et tant qu'on aura sur le quartier des travailleurs sociaux dans cette philosophie-là de travail, j'espère qu'on rendra le quartier en 2050 un peu plus heureux, on va dire, quoi. Voilà. Alors en 2050, qui habite ce quartier ? Comment sont les immeubles ? Comment sont les immeubles ? 2050, peut-être que j'y viendrai pour mes 100 ans. Ce que j'aimerais, et ce que je crains, c'est que ce quartier devienne, avec les pressions un peu de l'agglomération, un quartier où on expulse et on renvoie les gens les plus démunis ailleurs. Ce que j'aimerais, c'est qu'il ne se boboise pas trop. Ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse être un quartier où il y aura une diversité, mais une diversité de gens un peu de toute catégorie sociale, et qu'on arrête de faire un peu la passerelle, l'autre au côté, et le ceci, le cela. J'aimerais bien que ça soit ça. Et si j'ai 100 ans, et si je pouvais voir que on a aussi des gens de diverses populations, de diverses catégories sociales, moi je serais ravie. Le quartier 2050. Moi, je suis un petit peu d'accord aussi avec la crainte, parce que il reste plus beaucoup d'endroits où on peut faire du foncier, et ici c'est quand même génial. Tous ceux qui travaillent là, la nature est belle, il y a énormément de choses à faire, il y a encore des terrains constructibles, et moi aussi ma grande peur, c'est que en 2050, vous avez vu mes cheveux blancs, je serai plus là depuis longtemps, j'espère en tout cas, mais moi j'ai bien peur aussi que
Avant 2050, nos politiques, je fais un peu de politique, nos politiques se saisissent de ce terrain aussi important et aussi agréable, parce qu'il est bien situé. Et voilà. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. J'ai peur. Science-fiction 2050, Léo de Rouen. J'ai fait un coup de science-fiction. Tous les habitants actuels des Hauts-de-Rouen, dans très peu de temps, vont devenir propriétaires de leur appartement. Avec leur solidarité, vont savoir être en copropriété, heureuse, malheureuse, en tout cas, vont y arriver. Comme ça, ils vont sauvegarder l'accès social à la propriété. Pure utopie qui a précédemment marché. Donc, c'est peut-être une bonne idée pour les politiques. Comme ça, ils vont leur faire accéder à la propriété. Ils vont avoir moins d'argent à long terme à leur donner puisqu'ils seront devenus propriétaires. C'est de la pure utopie, de la pure science-fiction, et puis comme ça, si jamais c'est les propriétaires, de toute façon, ils vont faire fonctionner les solidarités familiales. Et si jamais ils veulent aller travailler, habiter ailleurs, ils vont louer avec des gens qui n'auront pas beaucoup de sous, parce qu'ils seront passés par là. Et ça se boboisera pas, il n'est pas question. Donc voilà, un jour je rêvais comme ça. 2050. Philippe Ripoll en 2050. J'espère qu'on continuera à faire de la radio avec vous. Oui. Ok. Rendez-vous en 2050. Là où l'image même du futur incarne d'une seule main, d'un seul trait, en fait, ce qu'on espère et ce qu'on craint. Et c'est vraiment la tension entre les deux qui nous fait agir, ou parfois ne pas agir, parce qu'il y a aussi un syndrome d'impuissance politique, sociale, culturelle, familiale, etc. Il faut regarder aussi ces impuissances-là en face. Mais c'est vrai que dès que le mot futur est vraiment mis sur la table, et là, effectivement, il est mis sur la table dans le livre Mémoire des futurs, et Moïse fait très bien en fait en effet de vous solliciter là-dessus, on se rend compte, oui, que d'une manière assez indécidable, espoir et crainte sont intimement mêlés, et qu'il y a peut-être d'ailleurs un vrai travail à faire sur d'où viennent ces craintes et que sont ces espoirs, parce que ni l'un ni l'autre ne sont uniformes, ne disent qu'une seule chose. Nos espoirs sont parfois des espoirs qui n'en sont pas des vrais, ou qui sont des manières de sortir adroitement d'une invitation de parole. Et nos craintes, elles aussi, renvoient peut-être à des imaginaires qu'on a à travailler, en fait. Et là où j'essaye de rester aussi à ma place, et que j'essaye de travailler sur des paroles réelles et sur les imaginaires qu'elles transportent, et comment on peut en faire un travail commun, et comment même renvoyer la parole aux habitants, chose à laquelle vous êtes très attachés, on l'a encore entendu ici, à laquelle je suis évidemment extrêmement attaché. Ça ne veut pas dire leur renvoyer un pur et simple miroir dans lequel ils vont se reconnaître. C'est déjà pas mal. Ne pas se sentir trahi, c'est déjà beaucoup, mais ça ne suffit pas. C'est vrai que l'enjeu majeur, c'est que cette parole-là soit un espace de travail, et c'est dans ce sens finalement qu'on a à penser l'égalité, un principe d'égalité qui, vous le savez bien, dans notre société fonctionne en théorie sur un drapeau, mais pas beaucoup plus loin. Et donc c'est un enjeu majeur qui est fait pour structurer même notre manière d'échanger, notre manière de communiquer sur cette part de la cité qui, de mon point de vue, en 2050, sera le centre de la ville. C'était le premier atelier de Philippe Ripoll,
un atelier de patience, le travail social comme mémoire vive du quartier. Une émission enregistrée par Vincent Bosval, au micro Moïse Gomis et Philippe Ripoll, et une émission que vous retrouverez sur le site de la radio HDR, www.radio-hdr.fr, et on va remercier, on va vous remercier, vous qui vous êtes levés tôt ce matin pour travailler, en écoutant et en parlant dans cette émission de radio. Merci à vous. Thank you.